Avant de démarrer, j'aimerais vous présenter la Haute École Libre Mosane, alias Elmo, et plus spécialement un de ses instituts, Elmo Sainte-Julienne, en région liégeoise. Elmo Sainte-Julienne fait partie du département paramédical de la Haute École et propose une large gamme de formations paramédicales, dont le cursus de sage-femme. Elmo Sainte-Julienne et Aline, notre sage-femme du jour, ne pratiquent pas dans la même région, mais partagent pourtant un gros point commun, celui de mettre l'accent sur les conditions adéquates d'apprentissage et les conditions de travail des sages-femmes. La Haute École Elmo a par exemple mis en place un système de parrainage où chaque étudiante est accompagnée par une référente enseignante pendant toute la durée de son cursus. Si la formation vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de cette école à taille humaine, www.helmo.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. C'est après une révélation lors de sa seconde grossesse qu'Aline décide de changer le cap de sa vie pour exercer ce qu'elle appelle le plus beau métier du monde, celui de sage-femme. L'accouchement dans la voiture, dans la rue, à la maison, Aline a tout vécu en 13 ans d'expérience. Elle revient aujourd'hui sur son parcours et la dimension à la fois physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle de son métier. Car avec Aline, dans le mot sage-femme, il y a d'abord femme, avec toute la puissance et la magie qu'une naissance peut apporter, et puis il y a aussi sage, un adjectif qui englobe autant sa philosophie que sa pratique dite holistique. Aline a aussi donné naissance avec d'autres sages-femmes à l'espace de naissance Amala. Nous partons donc à la rencontre de leur idéal humaniste, qui respecte autant le rythme des femmes que le bien-être des sages-femmes, avec comme finalité ultime la mise en place des meilleures conditions pour accueillir un moment suspendu, celui de la mise au monde d'un petit être vivant. Bonjour Aline. Bonjour. Comment tu te sens ? Un petit peu nerveuse, pourtant j'ai déjà fait ça, mais c'est comme si c'était la première fois, donc moi c'est toujours très gai de venir devant un micro, parler de mon métier. Ça va bien se passer. Bien, je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui. Alors je m'appelle Aline Schoenchus, je suis sage-femme libérale depuis 2008 et je viens vous parler de ce magnifique métier qui est l'accompagnement global des femmes, des bébés, des parents, tout au long de la grossesse, l'accouchement et le postnatal. Comment est-ce que tu l'expliques justement, ton métier, un peu plus en détail ? Alors, à part que c'est le plus beau métier du monde, je vais quand même dire que c'est un métier qui touche à toutes les dimensions de l'humain, à savoir qu'il y a le physique avec la partie prévention de la maladie, ou en tout cas même mieux de favoriser la santé. Il y a toute la dimension émotionnelle de ce passage de la grossesse et de l'accouchement vers la parentalité, ce changement physiologique qui s'accompagne aussi d'un changement psychique. Et puis, il y a la dimension technique aussi, parce qu'il y a des actes à poser, il y a, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et alors, ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est que c'est à la fois votre cerveau qui doit fonctionner, vos mains qui doivent fonctionner, et c'est le cœur aussi. Donc, il y a vraiment cette dimension à la fois globale pour le couple ou la personne qu'on suit, mais aussi pour nous, comme sage-femme, d'avoir cette dimension globale de la façon dont on travaille. Mais toi qui l'as quand même vécu des dizaines de fois, qu'est-ce que c'est vivre un accouchement ? Surtout un accouchement physiologique où la femme peut être respectée dans son rythme à elle. C'est presque mystique, c'est transcendantal. Alors ça peut paraître très bizarre de dire ça dans ce contexte-ci, mais il y a un côté qui, de nouveau, nous dépasse. Il y a une puissance de vie qui se déroule là, c'est extrêmement primitif, mais ça remonte à la nuit des temps, quoi. Et quand on peut garder cette magie, tout en connaissant nos responsabilités médicales par ailleurs, c'est juste incroyable. C'est juste trippant. Mais l'intensité fait que le faire à la chaîne, ça n'a pas de sens. Moi, je me souviens, je faisais un accouchement, j'avais besoin de quelques heures pour me remettre de l'intensité, de la puissance de ce que c'était cette naissance, et de la digérer, et avant de passer à autre chose, quoi.
parce que c'est exceptionnel dans la vie de cette femme, de ce bébé. C'est tellement explosif que oui, ça demande du temps et peut-être aussi par respect. C'est comme quand quelqu'un s'en va en fait, quand quelqu'un décède, de passer tout de suite à l'autre chose, etc. Il devrait peut-être y avoir ce même temps de repos, ce même temps, alors je veux dire, de recueillement ou c'est juste l'autre extrémité, hein. Mais pourquoi avec la mort il y a ça, mais pas la naissance, comme soignant aussi. Peut-être que je ne connais pas comment les gens accompagnent la mort à l'hôpital, mais est-ce qu'on pourrait laisser du temps? Comment les sages-femmes hospitalières, on peut pas les protéger aussi, qu'elles aient le temps d'avoir ce moment de ouah, je viens de faire un truc dingue quand même. Il y a un être humain qui vient de naître. C'est pas juste un truc en plus, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un accouchement le plus fou, ou est-ce que chaque accouchement a sa dose de magie, comme tu le disais tout à l'heure? Quand même, alors je crois que je me souviens presque de tous les accouchements que j'ai accompagnés, mais il y en a quand même un qui est resté dans les annales d'Amala. C'était un accouchement à domicile dans une famille recomposée. Et le couple, voilà, c'était pas toujours évident, mais il nous avait rien dit quand on est arrivé à la maison. Et cette maman dilate vraiment facilement, elle arrive facilement à dilatation complète, avec un bébé qui s'engage. Elle nous dit non, ça va plus du tout. J'ai mal, je veux une péridurale, je veux pas rester à la maison, il faut qu'on y aille. Ok, ben on peut rien faire là, hein. Pour le coup, on lui parle, on essaye de la détendre. Non, je veux une péridurale maintenant. Heureusement, on n'était pas trop loin de l'hôpital. Donc, elle vient avec moi dans la voiture. Et en plus, j'étais dans un quartier hors de Bruxelles que je connaissais pas du tout. Donc, ma collègue prend sa voiture, se met devant, elle vient dans ma voiture et le mari suit. Et moi, je suis bravement ma collègue parce que je sais pas où je suis. Et à un moment, la maman, elle dit voilà, il s'est passé ça. Et j'ai dit, je comprends. Et 3 minutes après, elle a couché dans ma voiture. Donc, et elle me dit oh, je la sens qui pousse. Et je dis d'accord, tu peux me montrer ta culotte? Ok, on s'est arrêté sur le bord de la route, on a accueilli le bébé, voilà, le mari, il a vu que je m'arrêtais et que, voilà, ce bébé est né dans ma voiture. Et là, j'ai vraiment compris, mais à quel point l'émotionnel, enfin, je le savais, mais c'était tellement tangible. Elle ne pouvait pas accoucher à la maison parce qu'il s'était passé un truc dans sa maison, c'était pas un endroit sécure. En fait, elle ne voulait pas du tout accoucher à l'hôpital parce que son projet, c'était d'accoucher à la maison. Donc, le seul endroit sécure, c'était ma voiture, enfin, pas ma voiture, la voiture, et d'avoir pu déposer ce qui la retenait. Là, je me dis, mais les gens sont extraordinaires. Et ils savent en plus ce dont ils ont besoin. Donc oui, ça, c'est resté dans les annales d'Amala. La maman qui a accouché en rue aussi. Parce qu'elle, c'était comique. De nouveau, même chose. Une maman qui, elle veut accoucher à la maison, mais elle a son streptocoque, le frottis qu'on fait en fin de grossesse, qui est positif. Donc elle dit, mais non, je veux pas accoucher à la maison, c'est dangereux pour mon bébé. Parce qu'on, nous, en tout cas, on ne le fait pas à la maison, parce qu'il faut le protocole en Belgique, c'est des antibiotiques. Ça se rediscute, mais bref, peu importe. Et donc, deuxième bébé pourtant, elle sent qu'elle se met en travail, et puis elle se dit, oh, je vais prendre mon petit déjeuner. Là, ça commence à être fort quand même. Et puis elle dit, bon, ben, on va y aller, hein. Sauf que elle a fait 3 pas en rue, elle a accouché. Parce qu'en fait, elle avait pas envie d'accoucher à la maison, parce que elle s'était imaginé que c'était pas safe, à cause du streptocoque. Mais elle avait aucune envie d'aller à l'hôpital. Et là aussi, elle s'est dit, mais... Et alors, le plus touchant, c'est qu'elle a accouché c'est son mari qui a attrapé le bébé. Et la femme qui l'a tenue, c'était la poivrotte du quartier, qui est une femme complètement en déperdition et qui a reçu cette naissance, mais un peu comme une bénédiction, quoi. Donc, c'est hyper touchant. Et là aussi, de nouveau, il y a des trucs dans notre subconscient qui font que le corps, il fait des choses extraordinaires. Donc voilà, oui. Les femmes sont extraordinaires, les bébés sont extraordinaires, mais comme humains, on est vraiment... C'est juste dingue, quoi, quand on y pense. Pourquoi on se fait tellement de tort? C'est un métier que tu voulais faire depuis toute petite? Non, en fait, petite, je jouais à coucher, à avoir des bébés, mais j'ai voulu devenir archéologue, juge d'enfants, chirurgienne, avocate, et puis je suis devenue traductrice. Alors j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme traductrice et j'ai eu mes enfants. Alors la première naissance a été une révélation. Alors j'ai lu plein de choses sur les sages-femmes parce que j'avais accouché avec une sage-femme dans l'eau et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a donné une force de dingue pour faire cette transition vers la parentalité. Puis voilà, ça faisait son petit bonhomme de chemin. Et alors, ma deuxième fille, elle est née à la maison, toujours dans l'eau. Et là, je me suis dit, oui,
c'est ça que je veux faire. Il faut que les femmes puissent vivre cette expérience absolument extraordinaire de pouvoir être accompagnées comme ça globalement. Et donc, avec un bébé au sein et un autre sur les genoux, j'ai entamé mes études de sage-femme tout en travaillant comme traductrice parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Et je me suis retrouvée pendant 3 ans à vraiment travailler très très fort, à découvrir tout un métier, à être un petit peu refroidie aussi en disant oh mais en quoi je me suis lancée, j'étais complètement folle d'accoucher à la maison, c'était vraiment irresponsable. Et donc il m'a fallu pas mal de temps pour retrouver la confiance dans le corps des femmes, dans l'intelligence des bébés. Et j'ai eu une énorme chance, c'est que la sage-femme avec qui j'avais accouché m'a dit mais viens travailler avec nous, parce que j'avais très peur d'aller à l'hôpital, parce que c'est un endroit où moi je me sens pas en sécurité. Je suis très heureuse que ça existe, mais ma personnalité ne s'accordait pas trop à l'hôpital. Et donc, j'ai pu commencer tout de suite comme sage-femme libérale, mais marrainée par 2 formidables sages-femmes que sont Sylvie Hansen et Titou Bosseret. Elles m'ont appris le métier. Et du coup, bon, c'était un peu l'arrache quand même, hein, c'est costaud. Je sais pas si je repasserai comme ça, si je devrais pas passer par la case hôpital. Et en même temps, voilà, j'ai appris tellement de choses autrement. Même tes stages, en fait, tu les as pas fait en milieu hospitalier. Si, mais j'ai fait tous mes stages en milieu hospitalier, et c'est ça que je me suis dit, mais il y avait des choses que j'ai vues, en disant, mais on peut traiter les femmes autrement, on peut traiter les bébés autrement, on peut traiter les sages-femmes autrement, on peut même peut-être traiter les gynécologues autrement. Et comment est-ce qu'on peut reconcevoir une médecine qui serait encore plus humaine, et où l'institution ne pèserait pas comme ça sur les gens qui y travaillent, et du coup, par ricochet, sur les gens qui l'utilisent. Je pense que la majorité des intervenants à l'hôpital donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais l'institution en elle-même ne permet pas ça. Par contre, on a énormément de chance, comme sage-femme aujourd'hui, de pouvoir travailler avec des collègues hospitalières, que ce soit des gynécologues ou des sages-femmes, dans une complémentarité qui est géniale, parce qu'on n'a pas l'exclusivité de la façon d'accompagner les parents, et plus on est nombreux à avoir des approches complémentaires et travailler les uns avec les autres plutôt qu'en opposition, plus les gens seront bien servis, plus les gens auront des choix, plus on peut travailler main dans la main au service des gens plutôt que chacun pour soi en prétendant détenir la vérité. Et quel est le souvenir que tu gardes de tes études, justement? J'imagine que vous étiez avec plein de collègues qui datent de tes études qui sont dans ce milieu-là. J'étais avec plein de jeunes étudiantes, et j'avais l'impression d'être un peu la maman du service, là. Donc c'était assez chouette d'avoir ce côté-là. Un côté aussi enthousiasmant quand même, d'être parmi les jeunes, justement de voir cette jeune génération de sages-femmes qui va monter au service des parents, et qui ont un idéal, qui ont envie de se mettre au service. Et par contre, je sais que moi, j'étais un peu privilégiée, dans le sens où, parce que j'étais un peu plus âgée, j'avais des enfants, j'avais un rapport peut-être plus d'égal à égal avec les sages-femmes du service ou les gynécologues, mais je sais que j'ai d'autres collègues étudiantes qui ont vraiment souffert, qui ont une espèce de violence institutionnelle, parfois, dans certains endroits et à certains moments, qui fait que ça se répercute sur le bas de l'échelle. Et donc, oui, qui ont subi des violences morales, ou il y a beaucoup de jugements aussi, hein. Il faut être parfait tout le temps. Alors évidemment, on a la vie des femmes et des enfants en main, mais en même temps, c'est pas en créant de la terreur ou en humiliant les gens, en les cassant, qu'ils vont apprendre. Dans notre SBL, notre équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de cultiver. On sait fondamentalement que tu as donné le meilleur de toi-même. Ça n'a pas empêché que ça, non, on va pas le faire comme ça, on le fera plus après. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça ? Qu'est-ce qu'on apprend d'une situation qui a été compliquée, d'un problème de communication, etc. Toute l'éducation, elle est basée là-dessus, sur vous pointez vos erreurs et vous cassez pour vos erreurs. Et là, je pense qu'il y aurait, au niveau de la formation, mais que ce soit des médecins ou des sages-femmes, des soignants en général, une grande réflexion à avoir. Comment valoriser la compétence pour construire quelque chose de solide, que ce soit pour nous soignants, et du coup, qu'on ait cette attitude vis-à-vis de l'autre aussi, d'avoir pour point de départ, ces parents sont compétents, ils savent le faire. Après, il faut aussi avoir le cadre. Et ça, il y a vraiment une idée d'un triangle, comme ça, il y a d'avoir confiance dans le potentiel du parent, du bébé, mais il faut aussi qu'il y ait un environnement qui favorise ça. Et il faut qu'il y ait des référents qui le favorisent. Alors, si vous avez des grosses maternités avec 3, 4, 5 000 accouchements par an, comme c'est un peu le projet qu'ils veulent faire, au niveau du gouvernement, comment voulez-vous que l'environnement favorise un déroulement physiologique de l'accouchement ? Alors oui, et alors c'est facile de dire, vous voyez bien,
je ne sais plus quel gynécologue disait il y a que 40% des femmes qui savent accoucher. Ben oui, dans votre hôpital, c'est probablement vrai. Parce que votre hôpital, qu'est-ce qu'il a mis en place pour qu'il y ait ce qu'on appelle du one-to-one, donc une sage-femme pour une patiente en travail. Qu'est-ce que votre hôpital a mis en place pour faire du continuity of care? Dès qu'on fait des études sur cette continuité des soins, alors les résultats sont excellents. Mais si vous voyez que un paramètre de l'équation, alors évidemment c'est facile de dire les femmes savent pas accoucher. Ben non, forcément elles savent pas accoucher. Il n'y a rien ni dans les intervenants ni dans l'environnement qui favorise le potentiel. Et ça fonctionne pour nous aussi, comme soignants. Qu'est-ce qu'on met en place? Nous avons ce potentiel-là. Qu'est-ce qu'on met en place au niveau de l'environnement dans lequel on peut travailler et des gens avec qui on travaille? Toi, tu étais déjà assez sensible à ça, même avec ta première grossesse. Ça vient d'où cette sensibilité? C'était balbutiant au niveau de la première grossesse, en disant tiens, oui, on peut faire autrement. Ah oui, c'est ça ce que ça veut dire d'être respecté dans son rythme, d'être entendu dans ses émotions, d'être considéré comme une personne capable. Je me souviens, le premier gynéco chez qui j'étais suivie, parce que j'avais eu pas mal de fausses couches à répétition, et déjà la façon dont il fait l'examen vaginal, on se dit mais c'est qui ce gars, comment est-ce qu'il me touche? Et puis littéralement il explique un truc et puis il se tourne vers mon mari, mais vraiment l'air de dire, et qui lui a dit explicitement de toute façon elle comprend pas. Et là ça a été pour nous deux le dire c'est bon quoi, là on arrête avec un gars comme ça. Donc la vision que cet homme avait sur la femme, mais c'est impressionnant. Et donc cette sensibilité, elle est venue au fur et à mesure, avec les naissances, les lectures, les formations, mais je sais que dès le départ, il y avait aussi cette idée de la globalité. Ça, j'ai vraiment découvert très tôt. Que ce qui se passe dans notre tête a une influence qui se passe dans notre corps, et inversement, nos pensées ont un impact direct sur le fonctionnement de notre physiologie. Mais au fur et à mesure, c'est vraiment comme si mes yeux s'ouvraient au fur et à mesure sur la complexité et la beauté et l'intelligence des êtres humains. Et tu as eu d'autres prises de conscience comme ça, plutôt positives, pendant tes études? Ça a forcé un petit peu aussi une forme de reconnaissance, d'humilité, ou en tout cas, mais c'est venu aussi au fur et à mesure de reconnaître la pression que vivent les soignants en milieu hospitalier, et la responsabilité qui pèse sur les gynécologues en particulier, et leur formation aussi, qui les formatent là-dedans aussi. Donc les études ont été à la fois très inhibantes et elles m'ont un peu renfermée, quoi. Du coup, comme je disais, j'aurais jamais dû accoucher à la maison, c'est de la folie, les accouchements c'est une catastrophe, c'est dangereux. Donc une prise de conscience, mais qui était utile pour retrouver la confiance, mais qui est plus cette confiance naïve, un peu, oui, bisounours, le monde en rose et tout va bien, etc. Mais ça a été un processus. Les études ont été elles ont stimulé ça, mais de façon négative, dans le sens où elles m'ont inhibée, elles m'ont coincée dans la peur, et que j'ai dû reconstruire quelque chose de positif. Et comment tu t'y es pris alors pour reconstruire ça? À rencontrer des collègues qui avaient cette confiance et qui connaissaient très bien leurs limites. Beaucoup de travail personnel aussi, au travers de la méditation de pleine conscience, au travers de l'hypnose, au travers de lecture, dans tous les domaines humains. Et ça, je crois que c'est quand je rencontre des étudiantes, c'est ce que je leur dis: soyez curieuses de tout ce qui est humain autour de vous, parce qu'il y a des liens, c'est comme s'il y avait des choses qui faisaient écho dans d'autres domaines, et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre travail de sage-femme. Alerte, quoi. Ouais. T'as terminé tes études, tu avais quel âge alors? Bonne question, hein. J'ai eu 32, donc j'ai terminé vers 35. 35 ans. Et donc tu as recommencé dans cette maison de naissance? Oui, c'était juste, on était deux collègues, enfin on était trois, et on faisait du suivi global, donc préparation à naissance, consultation médicale et accouchement, et puis les soins postnataux. Et là, dans la maison de naissance, vous êtes attaché à un hôpital? Tu peux nous parler un peu d'Amala? Oui, on travaille on est accrédité dans 2 hôpitaux, à Sainte-Élisabeth Bruxelles et à Erasme. À Sainte-Élisabeth, on utilise le plateau technique, donc la salle d'accouchement classique. Et à Erasme, on accompagne soit au cocon, qui est le gîte de naissance, soit au 2e étage, qui est la salle d'accouchement classique. Et ça, c'est en fonction de différents paramètres médicaux et des souhaits des parents. Et voilà. C'est vraiment les parents qui choisissent l'hôpital où ils veulent accoucher. Et on fait beaucoup d'accouchements à domicile, enfin de plus en plus aussi à la maison. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Et c'est ce qu'on dit aux femmes qui sont suivies chez nous. Vous ne devez pas accoucher sur une peau de bête ou au milieu des dauphins quand vous venez chez nous. Vous voulez une péridurale tout de suite dès la première contraction? C'est tout à fait possible. L'idée, c'est que ce soit votre choix.
et qu'on crée un environnement et des soignants pour que votre potentiel, en fonction de qui vous êtes à ce moment-là, puisse s'exprimer. C'est cette idée du libre choix du couple, co-construit avec les soignants, que ça existe et que c'est sécure. Évidemment qu'il y a des critères pour assurer la sécurité et qu'on va pas faire n'importe quoi. Parce que tout le monde a envie que la maman et le bébé soient en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Et c'est une maison que vous avez fondée ensemble alors ? Alors au départ c'était très informel, très organique, et puis au bout de quelques années on était 4, en se disant voilà comment est-ce qu'on peut, parce qu'une des collègues avait fait un début de burn-out. Au-delà du suivi des parents, notre question a commencé à être comment on protège les sages-femmes aussi. Parce qu'il peut potentiellement, ça arrive souvent, une espèce de surinvestissement. L'archétype de la sage-femme sauveuse, c'est vraiment un piège. Du coup, on peut être un peu à la course à ça. Et très vite, je me suis rendu compte après l'accouchement de la deuxième, c'est qu'en fait, j'avais pas besoin de cette personne, donc parce que ma sage-femme n'était pas là. Et je me suis dit en fait, mais j'ai pas besoin d'elle. J'ai besoin d'avoir une sage-femme qui a les mêmes valeurs, qui travaille de la même façon, qui est responsable. C'est ce que j'ai amené dans l'équipe, c'est que ça doit pas être personne dépendant. C'est une fonction qu'on remplit. Et comment est-ce qu'on fait pour remplir une fonction sans s'y perdre comme personne, sans s'identifier ? C'est vachement dur. Ça fait depuis 2008, ça reste encore difficile. Mais je pense que ça, c'est vraiment une démarche qu'on peut faire comme soignant, c'est comme sage-femme en particulier. Et je pense que c'est important de faire cette nuance-là. C'est une fonction et c'est pas une identité. Mais c'est du costaud, parce que c'est tellement valorisant. Et que qui on est si on n'est pas ce soignant-là ? Qui je suis si je suis pas la sage-femme ? Du coup, il y a tout ce questionnement-là aussi, comme soignant, qu'est-ce qu'on guérit aussi dans notre psyché, de pourquoi j'ai tellement besoin de sauver le monde ? Alors c'est très bien de vouloir sauver le monde, mais si c'est au détriment de nous-mêmes, et parfois au détriment des parents, voilà, on peut aller trop loin. Et donc vous accompagnez maintenant les professionnels, en plus des parents ? Donc dans l'équipe, il y a vraiment une espèce de garde-fou qu'on a mis en place. Donc l'équipe a grandi pour pouvoir avoir une plateforme de sages-femmes, où il y a 6 sages-femmes qui se relayent pour qu'elles ne doivent travailler qu'un week-end sur 3 et pas un week-end sur 2, qu'elles puissent avoir des journées vraiment complètement off, où elles peuvent se reposer, s'occuper de leur famille, et des journées où elles peuvent couper leur téléphone. Et que quand je suis de garde, je suis vraiment de garde, je suis vraiment disponible à 100%. C'est une personne est accompagnée par une sage-femme, ou est-ce que du coup vous êtes plusieurs sages-femmes sur cette plateforme et vous Oui, donc elles sont partagez 6 sages-femmes qui rencontrent les parents. Mais le jour J, il y a une seule sage-femme qui vient, c'est celle qui est de garde et qui accompagne les parents du début à la fin. Justement pour assurer cette continuité des soins tout au long. Mais elles ont vu tout le monde. Et elles savent aussi qu'on travaille toutes de la même façon et qu'il y a une sérieuse concertation au sein de l'équipe. On parle des mamans toutes les semaines, il y a 3 heures de réunion, donc en plus de leur consultation, en plus des soins, en plus des accouchements, il y a 3 heures de réunion par semaine pour parler des couples. Et puis il y a une supervision mensuelle. Parce qu'il n'y a pas que le fait de la dynamique entre le soignant et le couple ou la personne, mais aussi la dynamique d'équipe. Comment est-ce qu'on se complète ? Comment est-ce qu'on s'écoute ? Comment est-ce qu'on tient compte des besoins des unes ou des autres en fonction de leur situation de vie, sans que ça pèse trop sur l'équipe non plus ? Quelle est notre dynamique ? Et puis, de pouvoir rejouer des cas. On a rencontré une patiente difficile. Comment est-ce qu'on rejoue ça ? Qu'est-ce qu'on apprend de nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'on n'a pas vu chez la patiente ? Et ça, je pense que c'est essentiel, comme soignant, d'avoir un superviseur. Quelqu'un qui nous dit, qui nous aide à sortir le nez du guidon. Et toi, tu accompagnes encore essentiellement des mamans, ou tu gères aussi cette plateforme ? Alors oui, moi je fais plus de la gestion. Donc il y a l'équipe naissance, les 6 sages-femmes qui font les naissances. Il y a une petite équipe préparation et soins. Et là, on offre des préparations à la naissance, des consultations médicales en complémentarité avec le gynécologue et des soins postnataux. Voilà, moi j'ai trop de cheveux gris. Et puis il y a la gestion de la maison, la gestion de la SBL, qui demande pas mal de temps parce qu'on a des chouettes projets, certainement post-Covid. Parce que l'offre avant la naissance et la naissance est assez bien couvert. Mais après, il y a la solitude, le fameux 4e trimestre. Alors on les prépare à ça, mais on se rend compte qu'au bout de 6 semaines, comment est-ce qu'on accompagne les parents dans leur premier pas de parentalité ? Comment est-ce qu'on les accompagne dans la reconnaissance de l'intelligence de leur bébé ? Et comment est-ce qu'ils peuvent se soutenir entre eux aussi ? Toi, ce que tu préfères, c'est les naissances, ou c'est vraiment la globalité comme ça ? Moi, c'est la globalité. 360 ouais, c'est le 360, y compris la dimension sage-femme. Parce que c'est très gai de faire une consultation médicale où on peut aussi aller écouter ce que dit le corps de la maman et de voir comment ça se passe dans le couple.
l'accouchement, ça reste un truc magique, même si, voilà, j'ai plus tout à fait l'énergie pour le faire, mais il y a un truc qui se passe à la naissance. C'est quand même exceptionnel. Même quand c'est une césarienne, un truc hyper technique, c'est un être humain unique qui vient au monde. Alors, il faut pas trop perdre la tête, hein, mais il y a un truc, mais c'est extrêmement intense et ça va vraiment chercher, faut être bien, bien solide. Ce serait quoi l'idéal du coup pour toi? C'est un hôpital, pas d'hôpital, que des petites maternités? Tu as l'impression qu'il y a la solution Non, certainement pas. Mais je pense que plus il y a des options sécures, plus chaque femme va pouvoir se retrouver là où elle a besoin. Et que donc pour une maman qui a une grossesse normale, je pense que le suivi sage-femme est un excellent suivi de qualité, et qu'elle aurait le choix d'accoucher chez elle à la maison si ça s'y prête, dans une structure gérée par sage-femme, donc un centre de naissance géré par sage-femme, en plateau technique, avec une sage-femme de l'hôpital ou une sage-femme privée, et des grands centres plus techniques quand il y a vraiment une difficulté. Il y a des femmes qui ont besoin d'un accouchement hyper technique, mais ça n'empêcherait pas de quand même lui laisser des choix. Je me souviens d'une maman, elle a fait 17 heures de travail pour rester à 1 centimètre parce qu'elle avait lu que la péridurale, c'était pas bon pour elle, pas bon pour son bébé. Au bout de 17 heures, 1 centimètre, il a fini par la convaincre. On a mis la péridurale, elle a couché 3 heures après. Parce que on savait pas ce qui se passait au niveau psychique pour cette femme. Mais par contre, ce serait une occasion rêvée pour créer justement des centres de naissance. D'avoir des petits centres gérés par des sages-femmes en coordination avec le centre, le plus grand centre, le plus proche, avec des critères bien clairs. Et c'est une excellente occasion parce que les grosses études, les grosses méta-analyses sur le lieu d'accouchement montrent qu'il n'y a pas de différence entre l'hôpital, la maison de naissance intra-hospitalière, la maison de naissance extra-hospitalière ou le domicile quand il s'agit de la mortalité ou de la morbidité mère-enfant. Par contre, plus vous vous éloignez de l'hôpital, plus vous avez de chances d'avoir un accouchement sans intervention inutile. Et ça on oublie. En dehors de l'hôpital, point de salut, mais sauf que les études montrent tout le contraire. Et là, il y a une étude qui est parue de nous, sages-femmes, qui enregistrons nos accouchements. Déjà, 76%, on les fait nous-mêmes. 99% des bébés ont un Apgar, donc une cote de bonne santé à 5 minutes au-delà de 7. Donc, ils ont vraiment une bonne cote. Des périnées intacts à 45%. Des femmes qui accouchent de préférence à 4 pattes, qui ont pu choisir comment elles accouchaient. Donc oui, ça fonctionne. Selon des critères bien stricts, on est bien d'accord et bien clair. Mais plus donc il y aura des choix, et plus les femmes seront éduquées à faire des choix, plus elles seront aussi éduquées à prendre des responsabilités. Et tu situes où la Belgique? En France, moi j'ai entendu parler de cette grande campagne Une femme, une sage-femme, où effectivement les sages-femmes sont trop peu nombreuses. Aux Pays-Bas, on entend parler des fameuses Kraamzorg, qui sont des sages-femmes qui... où tu rentres chez toi après quelques heures d'accouchement et puis la sage-femme est à domicile. Ouais, c'est pas des sages-femmes, c'est des aides-soignantes. Alors, j'ai l'impression qu'on a un point de bascule soit on va aller vers plus de sages-femmes, soit vers moins de sages-femmes. Alors, j'espère évidemment qu'on va aller vers plus de sages-femmes. On voit qu'aux Pays-Bas, en 15 ans, on est passé de 30% d'accouchements à domicile à 10% d'accouchements à domicile. On voit aussi en France, tout ce mouvement-là, des sages-femmes qui disent « mais on devient maltraitante, ça suffit ». Alors c'est difficile, j'oserais pas dire en Belgique parce on vit dans un petit microcosme bruxellois, avec il y a même notre petit microcosme à Mala, Erasme, Sainte-Élisabeth, où on a des super collaborations avec des gynécos et des sages-femmes vraiment d'exception, qui sont dans cette idée-là aussi. Mais j'ai envie de croire que il y a un mouvement qui va renforcer la première ligne. De d'abord faire une première ligne buffer pour les gens normaux, des gens qu'on connaît, votre généraliste, il vous connaît, votre sage-femme, elle vous connaît, elle sait qui vous êtes. Et c'est ça une raison des violences obstétricales aussi. C'est pas tellement le fait de ce qui a été dit ou fait, c'est comment ça a été vécu. Moi, si je connais ma madame, je sais qu'elle a été abusée quand elle était petite ou qu'elle a été violée. Mais je sais que je vais faire attention aux mots que j'utilise, à comment je la touche, à comment je l'enveloppe, à comment je l'aide à traverser certaines phases. Si la sage-femme ou le gynécologue qui l'accompagne n'en sait rien, et qu'elle lui dit un truc qu'elle la touche d'une certaine façon, même si c'est tout à fait selon les règles de l'art, la façon dont ça va être reçu par cette femme-là, à ce moment-là, ça va être une catastrophe. Donc, une partie des violences obstétricales, c'est parce qu'il n'y a pas de continuité des soins. Donc j'espère, je croise les doigts, j'ai envie d'être optimiste,
qu'on va renforcer cette notion de première ligne, de one-to-one, donc d'une sage-femme, enfin, ou un médecin généraliste, un patient, et d'avoir ce temps aussi de connaître les gens, et pas devoir faire de l'industriel. Oui, moi, en tout cas, moi, si je dois parler personnellement, je remarque quand même une ouverture d'esprit qui était en tout cas moins présente dans les hôpitaux, pour avoir eu un accouchement physiologique nature, dans une salle nature, mais tout ça à l'hôpital, où c'est une sage-femme qui m'a accouchée, et mon gynéco derrière qui faisait « c'est super, continuez !» Mais avec une ouverture vraiment de cœur et d'esprit qui était assez incroyable pour un hôpital, quoi. Voilà, on est en contact avec d'autres hôpitaux où la jeune génération de gynécologues a été sensibilisée à ça. Et donc, plus on va reconnaître l'autre dans sa spécificité, plus on va avoir cette ouverture, sans vouloir être comme l'autre, plus on va pouvoir travailler en complémentarité. Et alors, j'adore ce conte que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est 6 aveugles qui veulent savoir ce que c'est un éléphant. Ils touchent chacun une partie, évidemment, chacun est convaincu que ce qui touche, c'est la vérité. Si on est aveugle et qu'on touche que la trompe, évidemment, ça ressemble à un gros tuyau. Si on touche la queue, évidemment que ça ressemble à un balai ou une trompe. Et donc, du coup, ils se disputent en disant « mais non, mais moi j'ai raison, moi j'ai raison ». Et puis, il y a un sage qui passe et qui dit « mais vous voyez bien, vous avez tous raison, mais vous avez tous tort aussi ». Et ça m'aide aussi à traverser les épreuves où quand je vois quelqu'un en face de moi qui se braque, et que je sens que je suis en train de me braquer aussi, je dis « mais qu'est-ce que cette personne a, qu'est-ce que je peux entendre derrière ?» Ça demande un effort, hein, c'est pas facile, parce que ça me demande de sortir de moi-même. Et ça, je trouve chouette. Je croise les doigts, vraiment. On va basculer vers cette plus de complémentarité, de créer ce réseau autour des femmes. Dans le respect mutuel et des spécificités. Moi, je sais que je suis pas gynéco, quoi. Des choses que je sais pas. Et puis, il y a des choses que lui, il sait pas non plus. Et que comment est-ce qu'on peut nuancer ou s'apporter? Comment est-ce que moi, je peux apporter un regard sur sa pratique? La démédicalisation, finalement, de l'après, en hôpital, c'est selon toi une bonne chose maintenant que la transition est passée et que c'est peut-être mieux organisé? Dans certains milieux, oui. Je pense que mais dans les milieux précarisés qui n'ont pas de relais, non, ça c'est vraiment une catastrophe. Ces mamans se retrouvent seules. Je pense à toutes ces femmes, et il y en aura de plus en plus qui vivent dans des situations précaires, des mamans solo, etc. On les oublie un peu souvent. Hein. Du coup, oui, là on réhospitalise des bébés. Ce qui me réjouit, c'est des projets de faire de la première ligne et de la proximité, et qu'on arrête que ce soit l'hôpital le centre du monde, et qu'il y ait des petites maisons médicales ou des centres de proximité. Si c'est dans votre quartier, dans votre rue, où vous savez que... Alors c'est peut-être plus facile. Si vous connaissez les gens avant, si vous avez fait toute votre préparation, tout votre suivi avant, vous accouchez à l'hôpital avec l'équipe, mais vous retrouvez les gens que vous connaissez, oui, ça serait essentiel. Tu peux nous dire toutes les formations que j'ai suivies? Ouais. J'ai fait avec une formidable sage-femme française, Jacqueline Lavillonnière, qui est une des anciennes, une des premières qui a vraiment lancé les accouchements à domicile, tout ce qui était consultation médicale et l'accouchement, mais un peu sous un autre jour que ce que j'avais vu à la maison. De l'homéopathie, de l'hypnose, de la pleine conscience, beaucoup, parce que ça c'est mon tropisme de cette globalité de l'être humain. Là, je viens de faire ostéopathie pour les femmes enceintes et les bébés, développement psychocorporel du bébé, psychomoteur du bébé, les prises de sang, réanimation bébé, le 4e trimestre avec Ingrid Baillot. Alors là, j'en ai appris sur les femmes, le corps des femmes, et alors les soins, les rythmes du sommeil du bébé, juste passionnant. Comment est-ce que le sommeil évolue chez un bébé, et quels sont les besoins normaux. Et alors les soins centrés sur la famille. Ça aussi, c'est vraiment super passionnant de remettre les besoins de la famille au centre. Bref, on s'amuse, quoi. On n'a jamais fini d'apprendre. Oui, ça. Et ce qui est génial pour une maman, c'est d'avoir une Bible en face d'elle qui sait tellement de choses aussi. Ça peut vraiment être un piège. Parce que je me rends compte, parce que moi c'est un peu mon dada, hein, j'adore partager ce que je sais, mais ça peut être un piège. Parce que cette maman, elle sait aussi plein de choses, elle a plein de compétences. Et si je viens quelque part lui montrer mon savoir, un peu l'accabler d'informations, elle va rien retenir, et 2, ça va pas la mettre dans une position de puissance. Donc moi je dois faire gaffe, mais ça peut être un piège. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu exaltant aussi de transmettre l'information et de transmettre. Mais comment on fait pour soutenir son développement et ses compétences? Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je dois être attentive. De pas partir dans le flot de « c'est super enthousiasmant, tu te rends compte, mais c'est dingue !» Regarde, observe, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois chez ton bébé? Si je te donne telle et telle indication, comment tu les interprètes pour toi, pour ton bébé?
Et comme ça, elle se construit. Si je te donne des cours comme ça, ex cathedra, et puis t'avales, il se passe pas grand-chose. Mais tandis que si tu le vis physiquement, et puis que tu peux y réfléchir, alors la prochaine fois que tu rencontres une situation, ah oui, en fait, je sais déjà. Et c'est ça qui est intéressant. Mais je trouve pas ça évident. En tout cas, moi, je trouve pas ça évident. Quelles sont les autres qualités, justement, d'une sage-femme? C'est à la fois rester informé, de rester... et d'avoir l'humilité de dire je propose et la vie dispose. Alors, je propose des trucs sérieux, hein, c'est pas juste... Et de pas être toute seule, vraiment de pas être toute seule, d'oser être avec ses collègues, d'oser partager, de porter ensemble cette puissance-là de la vie, quelque part. Ouais, de pas rester toute seule, de pas jouer les super-héroïnes. Notre époque n'a pas besoin de super-héros. Notre époque a besoin de gens qui savent travailler ensemble, qui savent mettre... On est tous brillamment intelligents, avec des intelligences très diverses, mais c'est ça qui doit mettre ensemble. On a besoin de gens, pour relever les défis d'aujourd'hui, qui savent travailler ensemble, qui savent mettre leurs particularités ensemble. Et en regardant justement la Aline du début de ses études, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment, des leçons à tirer de tout ça? Si j'avais été moins stressée, moins inquiète, j'aurais été moins tendue, j'aurais appris de façon plus souple. Je me serais peut-être un peu plus fichu la paix. En me disant, mes collègues, je les voyais là, et moi juste là très haut, et moi juste là en bas. J'étais dans une situation très inconfortable parce que je me disais, ah mais qu'est-ce qu'elle ferait ici? Parce que les parents, ils attendent un service comme elle. Mais moi, j'avais 1 an d'expérience. Et ce qu'on a fait chez Amala, c'est créer un cadre assez strict où toute sage-femme qui commence peut se sentir en sécurité. Elle peut dire, ok, je suis depuis autant d'heures avec cette maman, cette dilatation n'évolue pas, j'ai déjà fait ça, ça et ça, c'est plus pour moi. Je passe la main au gynécologue parce que ce n'est plus dans mon cadre. Une sage-femme qui a 20 ans d'expérience, elle peut dire, ok, ça n'évolue pas comme ça, mais j'ai encore telle et telle ressource, je sais, j'ai déjà vu X autant d'accouchements qui me disaient ça, cette femme, ça me fait penser à ça, donc je peux me permettre de pas tout de suite passer la main, je me laisse encore 1 heure. Et ça, je trouve, c'est très rassurant. Et ça, j'avais pas. J'étais plongée dans le truc, il faut que je fasse comme elle, mais forcément, je peux pas faire comme elle, j'ai pas l'expérience. Et ça, je pense que j'aurais peut-être eu besoin de ça. J'ai jamais été trop loin parce que j'étais plutôt trop prudente, mais ça me mettait mal à l'aise en me disant, ah, je suis trop prudente, peut-être que cette femme, elle s'attend à ce que je fasse un truc extraordinaire. Mais j'ose pas, quoi. Et de la bienveillance entre collègues. J'aurais voulu être plus sage à l'époque, mais voilà, il faut passer par ça pour arriver aujourd'hui. C'est rassurant. Tu ressens le besoin de faire vraiment la part des choses chez toi et au bureau? Ouais, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, parce que ça comble tellement de besoins. Qu'est-ce qui fait de nouveau? Qu'est-ce qui nous a fait devenir soignants? Qu'est-ce qu'on doit réparer dans notre histoire, dans l'histoire de notre famille? Ça peut être intéressant de comprendre ce qui nous amène là, et donc du coup, de revenir au banal, à la pause. On peut pas tout le temps être dans l'inspiration, dans l'action. Notre système nerveux, il a besoin aussi de moments de pause, de ralentir. Alors, certains plus que d'autres, mais vous pouvez pas passer votre temps à inspirer, hein. On passe pas son temps en contraction. Entre 2 contractions, il y a une pause. Et comment est-ce qu'on habite cette pause-là? Quand tu reviens chez toi, tu continues à être dans cette espèce de puissance? Oui, je dois faire un peu gaffe, parce qu'on peut pas vivre là. Il y a un côté très exaltant d'être dans ce côté transcendantal de la puissance, etc. Mais on n'aime jamais que des humains. Et il faut vraiment faire gaffe à rester à notre niveau humain, de pas se laisser, parce que ça nous brûle. C'est vraiment, le burn-out, ça peut être ça aussi, hein. Ça nous brûle de l'intérieur. Alors, soit on est d'accord à se laisser brûler par l'intérieur, mais ça ne sert pas à grand-chose à l'humanité. Et d'avoir de nouveau cette capacité à sortir de l'exaltation. On vit aussi, je pense, dans un environnement où on doit être stimulé en permanence, où il faut être extraordinaire. Et je pense qu'une des choses qu'on essaye de transmettre aux parents aussi, c'est qu'est-ce qui est d'extraordinaire dans votre ordinaire de parents. De voir votre bébé se déployer. Vos journées ont l'air barbantes, vous n'accomplissez rien qui peut être mis sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes en train d'accompagner un être vivant, c'est extraordinaire. Et vous êtes déjà rendu compte de la richesse que vous êtes, sans avoir besoin de remplir nos armoires, nos frigos, nos voyages, nos réseaux sociaux, quoi. Et ça, c'est, comme soignant, il faut faire gaffe à ça aussi, de pas se brûler à ça, cette espèce d'idéal, cette puissance-là. Qu'est-ce qui t'aide, toi? Moi, c'est la méditation, clairement. Pas mal de thérapie aussi, justement de départager ce qui m'appartient, ce qui est à la patiente. Parce qu'ils peuvent nous renvoyer là, nous toucher là où on est fragile. Et mes collègues, mine de rien.
on est vigilante entre nous, et puis la famille qui dit aussi time, là, c'est bon. C'est plusieurs paramètres, mais c'est une autodiscipline aussi, ne pas être exalté. Si tu devais nous résumer pourquoi tu aimes ton métier de sage-femme, un des plus beaux métiers du monde. Non, pas un des plus beaux, le plus beau métier du monde. Bon, aller avec prof peut-être aussi. De prendre l'être dans sa globalité et de favoriser son potentiel. Je trouve que c'est ça qui est de beau à ce moment-là, avec les limites que ça a, avec l'humilité de dire que ça m'appartient. Mais qu'est-ce que moi je peux jouer là-dedans ? Et l'autre, la dimension du coup soignant, qui a cette même dimension à la fois intellectuelle, physique, émotionnelle, et si on a envie de mettre le spirituel avec, on le met aussi. Mais c'est la rencontre de cette globalité qui rend le métier vraiment passionnant et qui donne envie d'avancer. Et puis, quand on change la naissance, on change le monde, hein, donc il reste quand même le côté un peu exalté. Est-ce que tu aurais des lectures, un film, une série à conseiller, à recommander, ouais. Alors dans les livres, moi je reste avec le livre d'Isabelle Brabant qui date maintenant, mais ça reste vraiment une référence. J'aime beaucoup aussi le livre de Nancy Bardac, Se préparer à la naissance et la parentalité en pleine conscience. Dans tout ce qui reste encore comme lecture, les livres d'Ingrid Baillot ou d'Ina May Gaskins, qui est une américaine aussi, une des pionnières de l'accouchement physiologique, ça reste quand même des références dans cette façon d'aborder la naissance plus globale. Et puis après, dans tout ce qui est post-natal, il y a les livres d'Ingrid Baillot, il y a les livres d'Isabelle Filiosa. Il y a aussi un auteur qui est un peu moins connu ici, qui est un auteur danois qui s'appelle Jesper Juul, qui parle beaucoup d'équidignité, donc la dignité des parents, la dignité des enfants, et comment les besoins de chacun peuvent être rencontrés. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'on est quand même dans un mouvement d'hyperparentalité, où les parents doivent tout donner au bébé, ou à l'enfant, et ça va beaucoup trop loin. Donc c'est ça, j'aime bien aussi cette approche-là. Et ce sont des livres pour le grand public et les soignants ou... Alors moi, comme soignante, j'ai eu du plaisir à les lire, parce que ça m'a donné des pistes. Et comme grand public, oui, c'est fait pour le grand public, mais je trouve que ça apporte un éclairage intéressant comme soignante, certainement. Et pour les soignants, justement, pour les professionnels qui nous écoutent, est-ce qu'il y a... Alors il y a plein de ressources en anglais qui sont vraiment super. Il y a Sarah Wickham, qui est une sage-femme qui a un doctorat. Il y en a plusieurs dans le domaine. Rebecca Decker aussi, qui est aussi elle est infirmière et elle fait evidence-based birth. Et là, c'est vraiment super intéressant. Et alors, évidemment, il y a Birth Matters. Ça, c'est le site auquel on participe avec mes collègues flamandes. C'est mes collègues flamandes qui l'ont créé. Et là, il y a un tas de ressources pour les parents, pour les sages-femmes et pour les étudiantes. Génial, on mettra les liens de tout ça dans le podcast. Aline Mune, merci. Avec grand plaisir. Pour ton témoignage et de nous avoir ouvert ton parcours comme ça. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et à toutes les mamans que tu accompagnes et que vous accompagnez chez Amala, bonne continuation aussi. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.